Ma mère a levé les yeux au ciel dès que je suis entré dans la salle d'audience. Ce n'était pas un regard discret. C'était le genre de regard qui disait « c'est reparti », comme si j'étais l'élément perturbateur dans le récit de victimes parfaitement construit par elle. Mais le juge Brennan s'est alors figé. Son regard est passé des documents à mon visage. Et j'ai vu la reconnaissance le frapper comme un train fou. « Attendez », a-t-il dit lentement, posant son stylo. « Ces accusations sont-elles contre vous, Léo Morrison ? Je m'appelle Léo, j'ai 32 ans. Mes parents n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Et honnêtement, c'était la meilleure partie. Ils étaient assis là, Diane et Scott Morrison, avec leurs avocats coûteux, pensant que je n'étais que le petit-fils perdu qu'ils pouvaient facilement intimider pour qu'il renonce à l'héritage de mon grand-père. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais devenu exactement le genre de personne qu'ils devraient craindre d'affronter au tribunal. « Oui, votre honneur », répondis-je calmement en ajustant ma cravate. « C'est moi. » Le juge Brennan m'étudia longuement. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit, relier les points, se souvenir d'anciennes conversations. 23 ans auparavant, il avait été l'assistant de mon grand-père, le juge William Parker. 40 ans à la Cour suprême de l'État. L'homme qui m'avait réellement élevé pendant que mes parents étaient occupés à vivre leur vie parfaite, faisant comme si je n'existais pas. « Monsieur Morrison », dit le juge, d'une voix différente. Avant de poursuivre, je dois vous informer que j'ai eu une relation professionnelle avec le juge Parker. Si l'une des parties s'oppose à ce que je préside cette affaire, qu'elle le fasse savoir maintenant. J'ai vu Palmer, l'avocat de ma mère, chuchoter frénétiquement avec mes parents. Diane semblait nerveuse. Scott semblait irrité, comme d'habitude. Finalement, Palmer s'est levé. Aucune objection, votre honneur. Grosse erreur. Le juge Brennan acquiesça. Alors continuons. Monsieur Palmer, votre argumentation initiale. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Grandir chez mes grands-parents, c'était comme vivre dans un univers complètement différent de celui de mes parents. Et honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon premier souvenir remonte à l'âge de 4 ans, debout sur un tabouret dans la cuisine de grand-mère Hélène, en train de faire des biscuits au chocolat. Elle m'a laissé mettre trop de pépites de chocolat. Elle ne s'est jamais énervée. Elle a juste ri et m'a dit que les meilleurs biscuits contenaient plus d'amour et plus de chocolat. Grand-père rentrait parfois à la maison encore vêtu de sa robe de magistrat, me prenait dans ses bras, les cheveux pleins de farine, et me demandait comment s'était passée ma journée comme si j'étais la personne la plus fascinante au monde. Je lui racontais les fourmis que j'avais trouvées ou le dessin que j'avais fait, et il m'écoutait comme si je présentais des arguments oraux devant la Cour suprême. Ils ne m'ont jamais dit du mal de mes parents, pas une seule fois. Quand je demandais pourquoi maman et papa ne vivaient pas avec nous, grand-mère répondait qu'ils étaient occupés par des choses importantes. J'y ai cru pendant des années. Les enfants croient ce qu'on leur dit quand les personnes qui le leur disent sont gentilles. Mais je n'étais pas stupide. J'ai remarqué des choses, comme le fait que d'autres parents venaient aux événements scolaires et pas les miens. Mes amis parlaient de soirées-jeux en famille, tandis que je passais ces moments avec des gens qui allaient se coucher à 20h. Les cartes d'anniversaire de Diane et Scott arrivaient avec des semaines de retard, avec des messages tellement génériques qu'ils auraient pu être écrits pour n'importe qui. La première fois que j'ai vraiment compris que quelque chose n'allait pas, j'avais 7 ans. Concert de Noël à l'école. J'avais un solo, 3 lignes entières dans Rudolph. Je m'étais entraîné pendant des semaines. Grand-mère et grand-père étaient assis au premier rang. Grand-père avec son appareil photo. Grand-mère avec des fleurs de son jardin. Après le concert, j'ai vu mon amie Emma avec ses 2 parents qui prenaient des photos et s'embrassaient. J'ai regardé mes grands-parents et leur ai demandé pourquoi ma mère et mon père n'étaient pas venus. Le visage de grand-mère a fait cette chose où elle a essayé de sourire, mais ses yeux sont restés tristes. Ils voulaient venir, mon chéri. Mais ils n'ont pas pu cette fois-ci. Mais je l'avais entendu au téléphone la semaine précédente appeler Diane à propos du concert. Le silence de l'autre côté, l'excuse à propos de la fête de fin d'année de l'équipe de Scott. J'ai appris à ne plus poser de questions après ça. Si vous aimez cette histoire de famille compliquée et de découvertes surprenantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite montre que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Grand-père m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 8 ans. Nous passions nos dimanches après-midi devant l'échiquier. Il m'expliquait la stratégie, m'apprenait à anticiper 3 coups à l'avance. Il ne me laissait jamais gagner, ce qui m'énervait au début. Mais quand j'ai finalement réussi à le battre à 12 ans, il était si fier qu'il a appelé tous ses amis. Grand-mère m'a appris le jardinage. Nous avions notre propre coin dans le jardin. Des tomates, des poivrons, des herbes aromatiques, des fleurs. Elle m'a montré comment savoir quand la terre avait besoin d'eau. Comment la patience et les soins constants permettaient de créer de belles choses. Je n'ai compris que plus tard qu'elle m'enseignait la vie, pas seulement les plantes.
Il venait à tous les matchs de football, à toutes les représentations de danse, à tous les tournois de débat. Grand-père libérait son agenda, peu importe l'affaire qu'il jugeait. Grand-mère préparait des collations élaborées et des pancartes avec mon nom. Ils encourageaient plus fort que tous les autres parents. J'avais souvent honte de leur enthousiasme. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour entendre la voix de grand-père crier depuis les gradins une fois de plus. Diane et Scott faisaient leurs apparitions obligatoires. 2 fois par an, avec une régularité d'horloge. Parfois, il apportait des cadeaux coûteux qui semblaient plus être une obligation qu'une marque d'affection. Des vêtements de marque que je ne porterais jamais. Des appareils électroniques dont je n'avais pas besoin. Des choses qui disaient « Nous avons dépensé de l'argent, donc nous avons fait notre devoir ». Je me souviens d'un Noël, quand j'avais 10 ans. Diane est arrivée vêtue d'un manteau de fourrure et de boucles d'oreilles en diamant, au téléphone tout le temps, me regardant à peine lorsqu'elle m'a remis un paquet cadeau. À l'intérieur, il y avait une tablette. J'en avais déjà une que mon grand-père m'avait offerte. Lorsque j'ai essayé de le lui dire, elle a fait un geste de la main pour me faire signe de me taire. Eh bien, maintenant tu en as 2. Donnant une à un ami. Peu importe. Mais j'étais sur le point de découvrir qu'ils avaient complètement sous-estimé à qui ils avaient affaire. Grand-mère m'a regardé dans les yeux depuis l'autre bout de la pièce. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Elle s'est simplement approchée de moi, m'a pris dans ses bras et m'a proposé d'aller voir les biscuits. Dans la cuisine, elle m'a serré fort contre elle. Certaines personnes montrent leur amour par leur présence. D'autres montrent leur amour en étant présentes. Les 2 sont valables, mais l'une est plus importante que l'autre. Scott était encore pire. Il évitait d'entrer dans la maison. Il restait dans la voiture et klaxonnait jusqu'à ce que Diane sorte. Les rares fois où grand-père le convainquait d'entrer, on pouvait couper la tension au couteau. Grand-père n'avait aucun respect pour lui. C'était évident, et Scott le savait. Je me souviens, quand j'avais 12 ans, je les entendais se disputer. Scott avait quitté Diane après une visite. Grand-père l'avait trouvé à la porte. Un jour, ce garçon sera adulte, avait dit grand-père de cette voix basse qui signifiait qu'il était vraiment en colère. Et il se souviendra de ceux qui étaient là pour lui. Tu as encore le temps de changer ce dont il se souviendra. Scott a ri. Il a vraiment ri. Épargne-moi ton sermon, votre Excellence. Diane et moi allons bien. Léo a tout ce dont il a besoin. C'est tout ce qui compte. Tout ce dont il a besoin, a répété grand-père lentement. C'est ça que tu penses que signifie être père? Signer des chèques? C'est plus que ce que tu as fait pour Diane, rétorqua Scott. Une mauvaise chose à dire. Le visage de grand-père se durcit. J'ai élevé ma fille. J'ai assisté à tous ses matchs, tous ses récitals, tous les moments importants. Elle a choisi d'abandonner le sien. Ne t'avise pas de suggérer que je suis le raté ici. Scott partit. Il n'essaya plus jamais de revenir à la maison. En grandissant, les visites sont devenues encore plus tendues. Diane venait seule la plupart du temps. Scott était occupé par des entreprises ratées, trop occupé pour voir son fils unique. J'ai cessé de m'en soucier vers l'âge de 15 ans. À ce moment-là, j'avais accepté la réalité. Ils n'étaient pas mes parents. Ils n'étaient que des personnes avec lesquelles je partageais par hasard mon ADN. Je réussissais bien à l'école. Très bien même. Grand-père relisait mes bulletins scolaires comme s'il s'agissait de résumés de la Cour suprême. Les excellentes notes me valaient un dîner dans mon restaurant préféré. Gagner des tournois de débat me valait des voyages à Washington pour assister à des plaidoiries devant la véritable Cour suprême. Il donnait de l'importance à l'éducation. Lorsque j'ai été admis à l'université de Boston avec une bourse d'études complète, grand-mère a pleuré de joie. Diane m'a envoyé un message. Beau travail. 2 mots. C'est tout. L'université a été ma première expérience loin de mes grands-parents. Je les appelais tous les dimanches sans faute. Grand-mère me parlait de son jardin, de ses voisins, de choses banales qui semblaient importantes parce qu'elle se souciait suffisamment d'elles pour les partager. Grand-père me posait des questions sur les cours, les professeurs, si j'étais suffisamment stimulé. En 2e année, grand-mère a eu une attaque cérébrale. Massive et soudaine. Elle plantait des bulbes de tulipes quand c'est arrivé. C'est la voisine qui l'a trouvée. J'ai reçu l'appel de grand-père pendant que j'étais en cours. Sa voix était si faible, si brisée. Elle est partie, Léo. Elle est partie. J'ai conduit jusqu'à la maison ce soir-là, 6 heures d'affilée, en pleurant tout le long du chemin. Quand je suis arrivé, grand-père était assis dans son jardin, dans le noir, tenant les bulbes de tulipes qu'elle n'avait pas fini de planter. Je me suis assis à côté de lui. Nous n'avons rien dit, nous sommes juste restés là ensemble jusqu'au lever du soleil. Diane est venue à l'enterrement. Scott aussi.
Ils sont restés pour la cérémonie et sont repartis immédiatement après. Ils n'ont pas aidé à organiser les funérailles. Ils n'ont pas aidé grand-père à ranger les affaires de grand-mère. Ils sont juste restés le temps d'être vus, puis ils ont disparu à nouveau. C'est là que j'ai arrêté de leur trouver des excuses. C'est là que j'ai accepté que certaines personnes sont fondamentalement égoïstes. Grand-père et moi avons appris à vivre sans elles. Ce n'était pas pareil. Ça ne le serait jamais. Mais nous étions là l'un pour l'autre. Ces dîners du dimanche sont devenus sacrés. Parfois, c'était lui qui cuisinait, généralement des sandwichs grillés. Parfois, c'était moi qui cuisinais, en essayant les recettes de grand-mère. Parfois, nous commandions des pizzas et les mangions dans la boîte, en regardant de vieux films. Ce qui comptait vraiment, ce n'était pas la nourriture, mais la conversation. Il a commencé à me parler de son travail, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Des affaires qui le hantaient. Des décisions qui l'empêchaient de dormir. Le poids de savoir que sa décision pouvait changer la vie de quelqu'un. La loi devrait être aveugle, m'a-t-il dit un dimanche en mangeant chinois, mais les gens qui l'interprètent ne le sont pas. Nous apportons nos expériences, nos préjugés, notre humanité à chaque décision. Le truc, c'est de savoir quand notre humanité nous rend plus justes et quand elle nous rend partiaux. J'ai absorbé chaque mot. Tu seras juge un jour, m'a-t-il dit une fois quand j'avais 23 ans et que j'avais du mal à suivre mes cours à la faculté de droit. Mais il était sérieux. Tu as cette chose qui ne s'apprend pas. L'intégrité. La capacité de voir ce qui est juste même quand ce n'est pas facile, même quand cela coûte quelque chose. Après la mort de grand-mère, quelque chose de fondamental a changé entre grand-père et moi. Nous sommes devenus des partenaires dans la survie. Deux personnes qui comprenaient la perte et qui avaient choisi de la porter ensemble plutôt que seules. La maison semblait plus vide sans elle, mais d'une certaine manière, elle n'était jamais solitaire, car nous la remplissions de souvenirs et de conversations. Et cette compréhension tacite que nous étions tout ce qui restait l'un à l'autre. La faculté de droit a été brutale, mais j'ai adoré. Chaque nuit passée à étudier tard, chaque simulation de procès, chaque moment où j'avais envie d'abandonner, je pensais à grand-père, à l'héritage qu'il était en train de construire, non seulement dans les tribunaux, mais aussi en moi. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien. Il était au premier rang et a tout enregistré. Mes parents n'étaient pas là. Ils ont envoyé une carte. Obtenir le poste de procureur juste après la faculté de droit était l'œuvre de mon grand-père, même si je ne le savais pas à l'époque. Je pensais que je l'avais obtenu uniquement grâce à mon mérite. De solides recommandations, de bonnes notes, un entretien impressionnant. J'ai découvert plus tard qu'il avait passé des coups de fil, qu'il s'était porté garant pour moi personnellement, qu'il avait promis que je ne gâcherais pas cette opportunité. Je n'ai pas gâché cette chance. J'ai travaillé plus que n'importe qui dans ce bureau. Je restais tard, j'arrivais tôt, je prenais des affaires que les autres procureurs évitaient parce qu'elles étaient trop complexes ou politiquement sensibles. Au cours de ma deuxième année, je m'occupais déjà d'affaires importantes. Fraude financière, corruption politique, crimes en col blanc nécessitant des semaines de révision de documents. Je me suis rapidement forgé une réputation. Méticuleux, préparé, implacable. Le travail m'a consumé. Les semaines de 70 heures étaient normales. Je vivais de café et de plats à emporter et de la satisfaction de voir des coupables subir les conséquences de leurs actes. Ma vie personnelle était inexistante. Pas de rendez-vous galants, pas de verre entre collègues, pas de temps pour quoi que ce soit d'autre que le travail et les dîners du dimanche avec mon grand-père. Ces dîners restaient sacrés. Peu importe à quel point j'étais épuisé, je me présentais et il n'en a jamais manqué un non plus. Même lorsqu'il avait plus de 80 ans et se déplaçait plus lentement. Diane m'a appelé une fois pendant cette période. J'avais 28 ans. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Elle voulait de l'aide pour un problème juridique concernant Scott. Une dispute commerciale. Je lui ai demandé comment elle avait obtenu mon numéro. Elle m'a répondu que grand-père le lui avait donné. Note mentale, discuter des limites. Je lui ai alors dit que j'étais procureur pénal, pas avocat civil. Et même si je l'avais été, je n'aurais aidé Scott en rien. Elle m'a traité d'ingrat. J'ai raccroché. Grand-père s'est excusé plus tard. Elle m'a coincé. Elle s'est mise à pleurer en me disant que sa fille ne lui parlait plus. J'aurais dû me méfier. Je n'étais pas en colère. Diane était douée pour la manipulation. Elle l'avait toujours été. D'accord, mais s'il te plaît, ne lui donne plus d'informations sur ma vie. Elle a perdu le droit de savoir ces choses il y a longtemps. Quand j'ai eu 30 ans, grand-père a organisé une petite fête d'anniversaire à la maison. Seuls ses amis les plus proches, des gens que j'avais connus en grandissant, étaient présents. Le juge Marcus Brennan était là. Il avait été l'assistant de grand-père 23 ans auparavant et était devenu un juge respecté. Nous avons longuement discuté ce soir-là du droit,
de cas intéressants, du maintien de l'éthique dans un système qui récompensait souvent le compromis. Votre grand-père parle constamment de vous, m'a-t-il dit. Il est incroyablement fier de ce que vous êtes devenu. J'ai eu la gorge serrée. Grand-père m'exprimait rarement sa fierté directement. Mais savoir qu'il en parlait aux autres signifiait tout pour moi. Il m'a sauvé, ai-je murmuré. Lui et ma grand-mère. Ils m'ont tout donné. Le juge Brennan a acquiescé. Il m'a parlé de vos parents, de la façon dont ils vous ont abandonné. Je suis désolé que vous ayez dû vivre cela. Ne le soyez pas, ai-je répondu. S'il m'avait élevé, je serais probablement une personne complètement différente. Et pas en mieux. Avec le recul, je ne pense pas avoir pleinement apprécié tout ce que grand-père a sacrifié pour m'élever. Il avait 55 ans lorsque je suis venu vivre avec lui de façon permanente. Un âge où la plupart des gens envisagent des années plus faciles à venir. Au lieu de cela, il a eu un bébé, puis un enfant en bas âge, puis un adolescent grincheux. Il ne s'est jamais plaint. Il était simplement là tous les jours et m'aimait. Diane lui en voulait pour cela. Je le sais. Elle voyait notre relation et se sentait menacée d'une certaine manière. Comme si le fait que mon grand-père m'aime signifiait qu'il l'aimait moins. Elle n'a jamais compris que l'amour ne fonctionne pas ainsi. On n'a pas à choisir. On peut aimer sa fille et son petit-fils. On peut être déçu par l'un tout en étant fier de l'autre. Mais Diane avait besoin d'être la victime dans toute l'histoire. Ses parents sont morts quand elle avait 8 ans, alors elle a été renvoyée. Elle est tombée enceinte jeune, alors elle était coincée. Elle a dû me laisser à mes parents, alors elle a été persécutée. Ce n'était jamais sa faute, jamais sa responsabilité, toujours la faute de quelqu'un d'autre qui lui avait forcé la main. J'avais l'habitude de la plaindre quand j'étais plus jeune et j'espérais encore qu'elle pourrait devenir la mère que je voulais. Mais vers l'âge de 25 ans, cette pitié s'est transformée en acceptation. Elle était qui elle était. Elle ne changerait pas, et je n'avais pas besoin qu'elle change. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Une carrière que j'aimais, des principes auxquels je croyais, un héritage qui valait la peine d'être honoré. Et j'avais le souvenir de 2 personnes qui m'avaient aimé inconditionnellement, qui m'avaient montré ce que signifiait vraiment la famille, qui m'avaient donné des racines assez solides pour résister à n'importe quelle tempête et des ailes assez fortes pour voler. Et maintenant, assis dans cette salle d'audience, regardant Palmer se lever pour présenter ses arguments, je savais que Diane et Scott étaient sur le point de découvrir exactement qu'ils avaient sous-estimé pendant toutes ces années. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais documenté chaque centime qu'ils avaient pris, chaque promesse non tenue, chaque absence. Et surtout, ils n'avaient aucune idée que j'étais devenu exactement le genre de personne qui pourrait utiliser ces documents pour les détruire complètement. Palmer s'est levé avec cette assurance arrogante que les avocats acquièrent lorsqu'ils pensent avoir une affaire facile. Il a ajusté sa veste coûteuse et s'est adressé au juge avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix empreinte d'une sympathie artificielle, cette affaire concerne un fils dévoué cruellement séparé de son père aimant par des grands-parents manipulateurs qui ont empoisonné leur relation. Je gardais une expression neutre, mais intérieurement, je cataloguais chaque déformation en vue du contre-interrogatoire à venir. Cet homme était doué. J'avais poursuivi suffisamment de menteurs pour reconnaître le talent quand je le voyais. Palmer a dépeint Diane comme cette fille dévouée cruellement séparée de son père aimant par des grands-parents manipulateurs qui ont empoisonné la relation. Il m'a décrit comme quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui a isolé un homme âgé et s'est positionné comme son seul aidant afin de s'assurer un héritage. Le juge Parker souffrait d'une profonde tristesse après avoir perdu sa femme de 60 ans, a fait valoir Palmer, la voix dégoulinante de sympathie artificielle. Il était vulnérable, déprimé, et l'accusé a exploité cette vulnérabilité. Elle l'a manipulé pour lui faire croire qu'il était le seul à se soucier de lui. Ce testament ne reflète pas les véritables souhaits du juge Parker. Il reflète la campagne calculée de Leo Morrison pour hériter de sa fortune. J'observais tout cela, me souvenant de chaque fête manquée, de chaque appel téléphonique sans réponse, de chaque promesse non tenue. Palmer construisait un récit qui semblait convaincant si l'on ne connaissait pas les faits. L'avocat de notre défense, Thomas Goldstein, n'avait pas besoin de dramatiser. Les faits étaient suffisamment accablants. « Votre honneur », a déclaré Thomas lorsque son tour est venu, cette affaire est simple. Le juge Parker était brillant, attentionné et réfléchi. Il a légué ses biens à la personne qui les méritait grâce à 32 années d'amour et de présence constant. Les preuves montreront que les requérants ont reçu plus de 800 000 $ de sa part au cours de sa vie, alors qu'ils entretenaient à peine des relations avec lui. Pendant ce temps, Leo Morrison était présent tous les jours. Le juge Brennan regarda Palmer. « Appelez votre premier témoin. » Le requérant appelle Diane Morrison. Ma mère se leva, lissant sa robe noire sobre. Elle s'était habillée pour susciter la sympathie. Maquillage minimal,
cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à la fille en deuil. Presque convaincante si vous ne saviez pas mieux. Elle prêta serment et s'assit. Palmer s'approcha avec une gentillesse étudiée. « Madame Morrison, décrivez votre relation avec votre père. » La voix de Diane trembla. « Il était tout pour moi, mon héros. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture alors que j'avais 8 ans, lui et ma grand-mère m'ont recueilli, m'ont élevé, m'ont donné un foyer. Vrai jusqu'ici. Mais des omissions opportunes allaient suivre. Et quand vous avez eu Léo, quel a été le rôle de votre père? » Il était tellement excité à l'idée d'être grand-père, dit Diane en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. D'où venait ce mouchoir? L'avait-elle apporté spécialement pour cette performance? Il voulait aider. J'étais si jeune, j'avais seulement 18 ans, j'étais encore en train de découvrir la vie. Quand il a proposé de s'occuper de Léo pendant que Scott et moi nous installions, je pensais que ce serait temporaire. Temporaire. Quelle interprétation intéressante. Palmer acquiesça avec sympathie. Mais c'est devenu permanent. Oui, dit Diane, la voix brisée. Ils l'ont gardé. Ils ont fait passer Scott et moi pour de mauvais parents parce que nous voulions faire carrière. Ils m'ont fait culpabiliser chaque fois que je ne pouvais pas lui rendre visite. Ils ont monté mon enfant contre moi. Je gardais un visage impassible, mais mentalement, je déchiquetais chaque mot. Thomas me regarda. Je lui fis un léger signe de tête. Tout allait bien. Laissez-la creuser plus profondément. Après le décès de votre mère, votre relation avec votre père a-t-elle changé? Continua Palmer. Il s'est renfermé, dit Diane. Il est devenu froid. Il m'a en quelque sorte reproché de ne pas être assez présente. Mais j'ai essayé. J'ai appelé. Je lui ai rendu visite quand je le pouvais. Il m'a repoussé et s'est rapproché de Léo. Le juge Brennan prenait des notes, le visage impassible. Quand avez-vous pris connaissance du testament? Après les funérailles, a répondu Diane. J'étais en deuil et j'ai alors découvert qu'il ne m'avait rien laissé. Il a supprimé la pension mensuelle qu'il me versait. Il a tout donné à Léo. J'étais dévasté. Cela ressemblait à un rejet définitif. Palmer se tourna vers le juge. Nous affirmons que le juge Parker a été indûment influencé par le défendeur, qui l'a isolé, manipulé alors qu'il était vulnérable. Ce testament ne reflète pas ses véritables intentions. Thomas s'est levé. Objection. L'avocat témoigne. Objection acceptée, a déclaré le juge Brennan. Posez vos questions, maître Palmer. Je n'ai plus de questions. Le juge Brennan regarda Thomas. Contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Thomas se leva et s'approcha de ma mère sans sourire. Professionnel, direct, impitoyable. Madame Morrison, vous aviez 18 ans lorsque Léo est né. Oui. Et vous l'avez volontairement laissé à vos parents lorsqu'il avait 3 mois. Ce n'est pas comme ça. Oui, mais... Merci. Thomas sortit un grand calendrier. Votre père tenait des registres méticuleux. D'après ceci, vous lui avez rendu visite 4 fois au cours de la première année de Léo. À Noël, à Pâques, pour son premier anniversaire et un samedi au hasard en juillet. Est-ce exact? Le visage de Diane rougit. J'avais beaucoup à gérer. J'étais jeune. J'essayais de soutenir la carrière de Scott. Bien sûr. Parlons-en. Votre mari était un joueur de hockey professionnel qui gagnait beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Oui. D'après les registres fiscaux, il a gagné plus de 2 millions au cours de sa carrière. Et pourtant, vous demandiez une aide financière mensuelle à votre père. Nous avions des dépenses. Des dépenses que 2 millions ne suffisaient pas à couvrir. Thomas sortit des relevés bancaires. Votre père vous a donné 3 000 $ par mois à partir de la naissance de Léo, et ce pendant plus de 20 ans. Cela représente plus de 800 000 $, Madame Morrison. À quoi cet argent a-t-il servi? Palmer se leva. Objection. Pertinence. Les requérants prétendent qu'ils méritent une partie de la propriété. J'établis ce qu'ils ont déjà reçu, argumenta Thomas. Rejeté. Répondez à la question. Diane se tortilla, mal à l'aise. Les frais de la vie courante, le loyer, la nourriture, les choses normales. Avez-vous travaillé pendant cette période? Occasionnellement. Des emplois dans le commerce de détail. Et votre mari? Il a essayé plusieurs entreprises après avoir arrêté le hockey. Essayé, répéta Thomas. Un bar sportif qui a duré 11 mois, une entreprise de coaching sans aucun client, un magasin de souvenirs qui a fait faillite au bout de 2 ans. À chaque fois qu'il échouait, votre père lui donnait de l'argent en plus de son allocation mensuelle. N'est-ce pas?
Il voulait aider, dit Diane faiblement. Il voulait vous aider à devenir indépendant, corrigea Thomas. Mais vous êtes devenu dépendant. Au cours des 10 dernières années de sa vie, combien de fois avez-vous vu votre père? Je ne sais pas. Plusieurs fois. Thomas sortit un autre document. D'après son agenda, 8 fois en 10 ans. Moins d'une fois par an. Et vous appelez cela le comportement d'une fille dévouée? La salle d'audience était silencieuse. Vous avez dit que vous aviez essayé de vous impliquer dans la vie de Léo. J'ai essayé. À combien de ces événements scolaires avez-vous assisté? Silence. Pouvez-vous en citer un? Encore le silence. Madame Morrison, quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois avant sa mort? Long silence. Je ne m'en souviens pas exactement. C'était pour son 84e anniversaire. 3 ans avant sa mort. Vous êtes venu pendant 90 minutes, vous êtes parti avant le gâteau. Vous ne l'avez pas revu avant les funérailles, n'est-ce pas? Je pense que oui. Oui. Thomas laissa cette remarque faire son effet. Une dernière question. Vous avez déclaré que votre père vous avait éloigné après la mort de votre mère, mais n'est-il pas vrai que vous avez cessé de venir le voir lorsqu'il a arrêté de vous donner de l'argent en plus de votre allocation mensuelle? Lorsqu'il a pris sa retraite et a déclaré que les paiements mensuels continueraient mais que les fonds supplémentaires cesseraient, vous ne lui avez rendu visite exactement aucune fois au cours des 3 années suivantes. Vrai ou faux? Il était en colère contre moi. Ou vous ne lui étiez plus utile, dit Thomas à voix basse. Je n'ai plus de questions. Scott prit ensuite place à la barre des témoins et parvint d'une manière ou d'une autre à paraître encore moins investi que d'habitude. Il s'agitait dans son costume comme un enfant obligé d'aller à l'église. Sa prestation était encore pire que celle de Diane. Il voulait clairement être n'importe où ailleurs. Ses réponses étaient courtes, défensives, et il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Lorsque Thomas eut fini de démolir son témoignage, établissant que Scott était entré dans la maison de mon grand-père moins de 5 fois en 24 ans, qu'il n'avait jamais assisté à une seule de mes manifestations scolaires, qu'il avait échoué dans toutes ses affaires et demandé de l'argent à plusieurs reprises, je sus que nous avions déjà gagné. Mais Palmer n'avait pas fini. Il appela un témoin qui me surprit. Le docteur Raymond Hugues, un psychiatre qui n'avait jamais rencontré grand-père. Ils essayaient vraiment de jouer la carte de l'incompétence. Une décision audacieuse compte tenu du nombre de personnes qui pouvaient témoigner du contraire. Thomas a également démoli ce témoin, soulignant qu'il diagnostiquait un homme qu'il n'avait jamais rencontré avec une maladie qui ne figurait pas dans son dossier médical. C'était ensuite notre tour. En regardant Thomas appeler témoin après témoin, des juges qui avaient travaillé avec grand-père, des amis proches, l'avocate qui avait rédigé le testament, tous confirmant sa lucidité et ses intentions délibérées, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il ne s'agissait plus de prouver que je méritais l'héritage. Il s'agissait d'honorer la mémoire d'un homme qui m'avait tout donné alors que mes propres parents ne se montraient même pas pour le dîner. À la fin de la journée, lorsque l'audience a été suspendue, j'ai regardé Diane dans les yeux une dernière fois. Elle a rapidement détourné le regard. Tant mieux. Elle avait raison d'être mal à l'aise. Demain, je témoignerai. Demain, je dirai enfin tout ce que je voulais dire depuis 32 ans sous serment, dans le registre, devant un juge qui connaissait la vérité. Et alors, tout le monde saurait exactement qui était vraiment Léo Morrison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé la dernière décennie à poursuivre en justice des personnes qui pensaient être au-dessus des lois. Des personnes qui pensaient pouvoir manipuler le système. Des personnes exactement comme mes parents. Et demain, ils découvriraient qu'ils avaient choisi la mauvaise personne à intimider. Je me suis réveillée tôt, nerveuse, mais pas par peur, par anticipation. Aujourd'hui, j'allais enfin raconter ma vérité et il devrait s'asseoir là et écouter. Sous serment, dans le registre, devant un juge qui comprenait. Je me suis habillé avec soin. Un tailleur bleu marine, des bijoux simples, les cheveux tirés en arrière. Professionnel, digne de confiance, quelqu'un qui méritait chaque centime. Thomas m'a retrouvé au tribunal. Prête? Plus que prête. Souviens-toi, dis seulement la vérité. Ne laisse pas Palmer t'énerver. J'ai souri. Je poursuis des criminels pour gagner ma vie, Thomas. Je sais comment gérer les interrogatoires hostiles. D'accord. Il a ri. Allons-y alors. La salle d'audience s'est rapidement remplie. La nouvelle s'était répandue. Grand-père était bien connu. Les gens étaient curieux d'en savoir plus sur un juge éminent, un petit-fils procureur et des décennies de dysfonctionnement familial. Le juge Brennan a pris place à la barre. Monsieur Goldstein, appelez votre prochain témoin. Thomas se leva. La défense s'appelle Léo Morrison. Je me dirigeai vers la barre, levai la main droite et jurai de dire la vérité. Enfin, Thomas commença doucement.
Léo, racontez à la cour votre enfance. Je pris une profonde inspiration. Je suis né quand ma mère avait 18 ans. Elle et mon père ont décidé qu'ils n'étaient pas prêts à être parents. Quand j'avais 3 mois, ils m'ont confié à mes grands-parents. Ce qui devait être temporaire est devenu permanent. Ils sont partis et sont rarement revenus. À quelle fréquence vous rendaient-ils visite? Quand j'étais enfant, peut-être 3 ou 4 fois par an. En grandissant, de moins en moins. À l'adolescence, 2 fois par an, si j'avais de la chance. À Noël et parfois pour mon anniversaire. Mon père, encore moins. Thomas m'a guidé à travers toute mon enfance. Chaque événement manqué, chaque promesse non tenue, chaque appel non retourné. Le Noël que Diane a passé au téléphone. La fête des pères que Scott n'a pas honorée pendant 3 jours. J'ai gardé une voix ferme, factuelle. Je ne demandais pas de sympathie, j'établissais un schéma. Quand votre grand-mère est décédée, que s'est-il passé? J'ai pris un semestre de congé à l'université pour rester avec mon grand-père. Il était dévasté. 60 ans de mariage. Je ne pouvais pas le laisser seul. Votre mère vous a-t-elle aidé? Elle est venue à l'enterrement, puis elle est partie immédiatement après. Elle n'a pas aidé à organiser les funérailles. Elle n'a pas pris de ses nouvelles par la suite. J'ai emménagé chez lui pendant 6 mois pour m'assurer qu'il allait bien. J'ai continué à décrire notre relation étroite, les dîners du dimanche, comment il m'avait guidé dans ma carrière. Quand avez-vous appris l'existence du testament? Lors de la lecture, une semaine après son décès. J'ai été choqué. Je m'attendais à des objets personnels. Je n'avais aucune idée qu'il avait accumulé autant de choses. Je ne savais certainement pas qu'il prévoyait de tout me léguer. Avez-vous déjà discuté du testament avec lui? Jamais. Il ne m'a jamais fait part de ses projets. Je pense qu'il voulait que je l'aime sans arrière-pensée. Et je l'aimais. Ce que mes parents ignoraient, c'est que j'avais méticuleusement documenté chaque centime qu'ils avaient pris, chaque excuse pour avoir besoin de plus d'argent, chaque promesse de visite qu'ils n'avaient pas tenue. Si vous aimez les histoires sur les familles compliquées et les rebondissements surprenants, n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui va suivre va vous montrer à quel point une sous-estimation totale peut être la plus grande erreur de la vie de quelqu'un. Thomas s'assit. C'était maintenant au tour de Palmer de le contre-interroger. Il se leva lentement, avec ce regard qu'il avait lorsqu'il pensait avoir trouvé un angle d'attaque. Mais j'étais sur le point de découvrir qu'ils avaient complètement sous-estimé à qui ils avaient affaire. Et demain, lorsque je révélerai qui était vraiment Léo Morrison, il serait trop tard pour eux de faire marche arrière. Palmer s'approcha avec cette assurance arrogante. Monsieur Morrison, vous vous présentez comme un homme dévoué, mais n'est-il pas possible que vous ayez isolé votre grand-père de sa fille? Vous êtes-vous rendu indispensable pour qu'il vous lègue son argent? Je n'ai pas eu besoin de l'isoler, répondis-je calmement. Ils se sont isolés eux-mêmes. Mon grand-père a pris ses propres décisions en fonction de qui s'est réellement présenté à lui. Palmer a essayé différents angles. Il a suggéré que j'avais monté grand-père contre Diane. Il a suggéré que j'avais délibérément tenu Diane à l'écart. Il a suggéré que j'avais convaincu grand-père de la déshériter. J'ai réfuté chaque tentative avec des réponses calmes et factuelles. N'est-il pas vrai que vous avez tiré un avantage financier de cette relation? A tenté Palmer. De quelle manière? Il a payé vos études, vos dépenses, tout. Oui, parce que j'étais son petit-fils et qu'il le voulait. Tout comme il a donné à ma mère plus de 800 000 $ en 20 ans. La différence? J'étais vraiment présent dans sa vie. Je ne me contentais pas de prendre son argent. Je lui ai donné mon temps, mon amour, ma compagnie. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Objection, s'écria Palmer. Argumentatif. Accepté, dit le juge Brennan. Mais la question a été posée. Palmer tenta de reprendre le contrôle. Parlons de votre dernière année. Vous lui rendiez souvent visite. Certains diraient trop souvent. Vous vérifiez son état mental. Vous assuriez qu'il ne changerait pas son testament? Je lui rendais visite parce que je l'aimais et qu'il était seul. Si je me souciais du testament, je lui aurais posé des questions à ce sujet. Je ne lui en ai jamais posé. Comme c'est pratique, grogna Palmer. Monsieur Morrison, n'est-il pas vrai que vous saviez exactement ce que vous alliez hériter? Que vous avez passé des années à vous positionner pour ce moment? Je me penchai légèrement en avant. Monsieur Palmer, j'ai passé des années à aimer mon grand-père. Si l'héritage avait été ma motivation, j'aurais perdu beaucoup de temps. J'aurais pu bâtir ma propre fortune au lieu de dîner avec un vieil homme tous les dimanches. Mais je l'ai choisi parce qu'il valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Ce que vos clients n'ont jamais compris. Le visage de Palmer est devenu rouge. Je n'ai plus de questions. Je suis descendu du banc et suis retourné à ma place.
Thomas s'est penché vers moi. Tu as assuré. J'ai acquiescé, concentré sur ma mère. Elle pleurait. Étaient-ce des larmes sincères ou réalisait-elle qu'elle était en train de perdre? Difficile à dire avec Diane. Mais Palmer n'avait pas encore réalisé sa plus grande erreur. Il n'avait pas posé la question la plus importante. Quelle était ma profession? Lorsque Thomas a commencé à présenter nos preuves, les dossiers dévastateurs que grand-père avait méticuleusement conservés, j'ai vu Palmer commencer enfin à transpirer. Relevé bancaire. Calendrier. Email. Message. Tout était classé par ordre chronologique, montrant une tendance qui durait depuis 3 décennies. Il prenait, je donnais. Votre honneur, dit Thomas, j'aimerais appeler un autre témoin. Quelqu'un qui peut parler du véritable caractère de M. Léo Morrison. Palmer se leva. Objection. Il ne figurait pas sur la liste des témoins. C'est un témoin de rebond, votre honneur. En réponse aux allégations des plaignants sur le caractère de mon client. Admis. Continuez. Thomas sourit. J'appelle le procureur général David Richardson. Palmer se figea. Diane cessa de pleurer. Scott prêta enfin attention. Le procureur général Richardson entra dans la salle d'audience. Un homme imposant avec 30 ans d'expérience. Tous les avocats présents dans la salle le connaissaient. Il prêta serment et s'assit. Procureur Richardson, commença Thomas. Connaissez-vous Léo Morrison? Oui. Il travaille pour moi depuis 10 ans en tant que procureur principal dans la division des crimes financiers. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Palmer était livide. Diane semblait avoir vu un fantôme. Pouvez-vous décrire sa réputation professionnelle? Léo Morrison est l'un des procureurs les plus respectés de l'État. Il est spécialisé dans les affaires complexes de fraude, de corruption et de crimes en col blanc. Il a un taux de condamnation de 92%. Il est méticuleux, éthique et impitoyable envers les personnes qui abusent de leur position de confiance. Thomas se tourna vers Palmer. Votre client. Palmer se leva en titubant. Pas de question. Lorsque Richardson quitta la salle, le mal était fait. Tout le monde avait compris. Les parents qui avaient abandonné leur fils ne savaient pas qu'il était devenu exactement le genre de personne qu'ils devaient craindre d'affronter au tribunal. Le juge Brennan annonça une suspension d'audience pour délibération. Alors que nous sortions, je croisai le regard de Palmer. Pour la première fois, je vis une véritable peur dans ses yeux. Il comprit enfin qu'il n'avait pas affaire à une victime sans défense. Il avait affaire à un procureur chevronné qui avait passé une décennie à détruire des gens exactement comme mes parents devant les tribunaux. Et maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière. 30 minutes m'ont semblé durer 3 heures. Finalement, l'officier nous a rappelés. Le juge Brennan est revenu avec un épais dossier. J'ai examiné attentivement toutes les preuves et tous les témoignages, a-t-il commencé. C'est une affaire difficile, car elle concerne des relations familiales qui sont compliquées et souvent douloureuses. Cependant, mon rôle n'est pas de juger de la qualité de ces relations. Mon rôle est de déterminer si le testament du juge Parker doit rester tel qu'il a été rédigé. Il regarda directement mes parents. Les requérants soutiennent que le juge Parker a été indûment influencé et qu'il était mentalement incapable. Les preuves ne corroborent aucune de ces allégations. De nombreux témoins ont confirmé sa lucidité mentale. Ces dossiers médicaux ne montrent aucun déclin cognitif. Son avocat a confirmé qu'il avait planifié sa succession de manière méthodique et intentionnelle. Diane pleurait à nouveau. Scott semblait irrité, prêtant enfin attention. Ce que les preuves montrent, c'est un schéma. Un schéma d'absence pour les requérants et de présence pour le défendeur. Un schéma de prise en charge financière par les requérants et de responsabilité financière par le défendeur. Un schéma de promesses non tenues par les demandeurs et d'engagements respectés par le défendeur. Mon cœur s'est serré. Le moment était venu. La Cour détermine que le testament du juge Parker reflète ses véritables intentions, qu'il avait la capacité de tester, qu'il n'y a pas eu d'influence indue. Le testament reste tel qu'il a été rédigé. La requête des demandeurs est rejetée. Diane a laissé échapper un sanglot. Scott a juré à voix basse. De plus, j'accorde les honoraires d'avocat aux défendeurs. Les demandeurs ont intenté cette action sans fondement, causant des dépenses inutiles et une détresse émotionnelle. Ils supporteront les frais de ce litige. Le marteau s'abattit avec un bruit sec qui résonna dans la salle d'audience silencieuse. C'était fini. Aussi simple que cela. 32 ans de négligence ne pouvaient être effacés par un procès. 32 ans d'amour ne pouvaient être invalidés par la cupidité. Lorsque nous sommes sortis du tribunal, Diane s'est approchée, le mascara coulant sur son visage. « Léo, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?»
Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle pleurait, son maquillage était coulé, elle semblait plus âgée que ses 50 ans. Il n'y a rien à discuter, Diane. Je suis ta mère, a-t-elle dit désespérément. Non, tu ne le es pas. Tu es la femme qui m'a donné la vie. Ma mère était Hélène Parker. Mon père était William Parker. Ils ont mérité ces titres en se présentant tous les jours. Vous n'êtes que Diane, une étrangère qui a pris l'argent de mon grand-père pendant 30 ans. Elle a essayé de me toucher. J'ai reculé. Ne me contactez plus. N'appelez pas. Ne venez pas chez moi. N'envoyez pas de lettres ou de mails. C'est fini. Ça a toujours été fini depuis que j'avais 3 mois. Cela ne fait que rendre les choses officielles. Je suis sorti du tribunal avec Thomas. Derrière moi, j'ai entendu Diane sangloter et la voix irritée de Scott lui demandant de se ressaisir. Mais je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Libre de ne plus attendre qu'il change. Libre de ne plus me demander si j'étais à la hauteur. Libre de ne plus porter le poids de leurs échecs. Grand-père m'a fait un dernier cadeau. Il m'a prouvé que je n'avais pas tort. Que l'amour compte plus que le sang. Que le fait d'être présent compte plus que de se mettre en avant. Que je méritais tout ce que j'avais reçu parce que je l'avais gagné grâce à des années de présence simple et constante. 10 ans plus tard, j'ai été nommé à la Cour suprême de l'État. À la place de grand-père. La boucle était bouclée. Je n'ai plus jamais entendu parler de Diane ou Scott. Je ne me suis jamais soucié de savoir ce qu'ils étaient devenus. Ils n'étaient que des notes de bas de page dans mon histoire. La biologie qui m'a créé mais ne m'a pas élevé. Au cours de ma carrière à la Cour suprême, j'ai rédigé des avis sur les droits parentaux, la maltraitance des personnes âgées, le droit successoral. Chaque affaire était éclairée par ma propre expérience, mais fondée sur des précédents et des principes. Un avis est devenu particulièrement influe. Une affaire sur la fin des droits parentaux où les parents prétendaient mériter une autre chance malgré des années de négligence. J'ai écrit « Les droits parentaux ne sont pas absolus. Ils doivent être acquis par une action cohérente et non revendiqués uniquement par la biologie. Un parent qui ne se présente pas, ne soutient pas et n'aime pas son enfant perd le droit à ce titre. Le bien-être de l'enfant prime sur les désirs des parents. » Cet avis a changé la façon dont les tribunaux de notre État traitaient les affaires relatives aux droits parentaux. Il a donné aux juges un cadre leur permettant de donner la priorité aux enfants innocents. Si cette histoire de famille, de justice et de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et se sont battues pour ce qui était juste. Aujourd'hui, à 45 ans, je regarde par la fenêtre de mon bureau à la Cour suprême. Je pense parfois à mes grands-parents. À la façon dont ils m'ont sauvé alors que personne d'autre ne voulait de moi. À la façon dont ils m'ont donné non seulement des opportunités, mais aussi un exemple de ce à quoi ressemble l'amour en action. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre ADN. C'est ceux qui sont là tous les jours, toute votre vie. Et si vous avez la chance d'avoir des personnes comme ça dans votre vie, vous les protégez. Vous les honorez. Vous vous rendez digne de leur amour. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu digne. Je les ai honorés. J'ai protégé leur héritage. Et 30 ans après la mort de mon grand-père, 52 ans après la mort de ma grand-mère, ils sont toujours avec moi. Ils me guident toujours. Ils m'aiment toujours. Parce que c'est ce que font les vrais parents. Ils ne partent jamais. Pas vraiment. Ils se transforment simplement en principes que vous portez en vous, en force dont vous vous nourrissez, en amour que vous transmettez. Ce n'est pas une histoire triste. C'est la justice. C'est l'amour. C'est la vérité.